Les choses avancent bien dans le dossier du coup d'État du 16 septembre et celui de Thomas Sankara. C'est la justice militaire qui s'exprime. 52 personnes inculpées dans le premier, 12 dans le second, dont l'ancien président Blaise Compaoré. Désormais se pose la question de son extradition par la Côte d'Ivoire. Explications et détails dans un instant. Les résultats définitifs des élections législatives publiés hier par le Conseil constitutionnel. 55 sièges pour le MPP, 33 pour l'UPC, 18 pour le CDP. Pas de changement majeur par rapport aux résultats provisoires. Tous les recours formulés ont été rejetés. Noël, c'est dans 2 jours et un peu partout dans les quartiers de la capitale, les enfants s'activent pour terminer leur crèche. L'heure est aux dernières touches. D'autres, par contre, font le choix des préfabriqués. Dans un cas comme dans l'autre, tout est mis en œuvre pour accueillir l'enfant de Jésus dans de bonnes conditions. Images et commentaires à suivre. La famine qui menace les populations de la région du lac Tchad, c'est le programme alimentaire mondial qui tire sur la sonnette d'alarme. La zone accueille de nombreuses familles de réfugiés fuyant les exactions de Boko Haram. Le PAM estime à près de 5,6 millions le nombre de personnes en difficulté. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le dossier Sankara et celui du putsch du 16 septembre avancent bien. Les premiers responsables de la justice militaire étaient ce matin face à la presse pour faire le point des derniers développements. Au total, 52 personnes ont été inculpées dans le dossier du coup d'État, 12 dans le dossier Sankara, dont l'ancien président Blaise Compaoré. La justice militaire demande son extradition aux autorités ivoiriennes, mais c'est loin d'être gagné. Explication Jean Zongo, Nathalie Kaoré. Dans le dossier Thomas Sankara, les résultats du test ADN n'ont pas été concluants. Mais pour la justice militaire, cela n'entrave pas la suite de la procédure, d'autant plus que d'autres pistes peuvent encore être explorées. C'est le domaine de la science. Si une quelconque des parties trouve qu'elle a un autre expert qui peut retrouver l'ADN, la justice est ouverte pour que cela se poursuive. Dans ce dossier, un mandat d'arrêt international a été émis contre l'ancien président Blaise Compaoré. La justice militaire annonce que les autorités ivoiriennes ont été informées de ce mandat par voie diplomatique. La suite de la procédure, c'est la demande d'extradition, mais la Côte d'Ivoire va-t-elle accéder à cette requête? Pas évident selon la justice militaire pour des raisons contenues dans la convention judiciaire qui existe entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les chefs d'inculpation, il y a la complicité d'assassinat. L'assassinat prévoit la peine de mort. Donc rien que pour cette raison, la Côte d'Ivoire pourrait venir à refuser l'extradition du président Blaise Compaoré. L'autre dossier impliquant des citoyens burkinabés et ivoiriens, c'est celui du putsch du 16 septembre 2015, notamment l'éventuelle conversation téléphonique entre Djibril Bassolé et Guillaume Soro. Sur ce dossier et sur celui du mandat d'arrêt international contre Blaise Compaoré, la justice militaire précise qu'il faut distinguer les affaires individuelles des affaires étatiques. Dans le cas de M. Guillaume Soro, nous ne le voyons pas comme président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, nous le voyons comme un individu dont le nom a été cité dans la procédure pendante devant nos cabinets d'instruction. Et nous allons tout faire justement pour que les relations entre nos deux États continuent à être meilleures en les expurgeant de tous ceux qui peuvent mettre à mal ces relations. Pour l'instant, les bandes sonores qui contiendraient la conversation entre Djibril Bassolé et Guillaume Soro sont encore sous scellés en attendant la procédure d'authentification. Et pour cela, le juge d'instruction fera incessamment appel à un expert en reconnaissance vocale. Et concernant l'affaire du coup d'État, 2 journalistes font partie des inculpés, Adama Ouedraogo du quotidien L'Observateur et Caroline Yoda de la télévision BF1. Pour quelles raisons? Écoutons les explications du commissaire du gouvernement. Il y a non seulement l'infraction principale qui est l'attentat à la sûreté de l'État, mais tout ce qui s'est commis par la suite. Les violences qui ont été commises en ville, les faits de dégradation volontaire aggravé de biens, ainsi de suite. Voilà pourquoi il y a un certain nombre de chefs d'inculpation qui s'ajoutent. Cela n'a rien à voir avec leur profession.
Ce n'est pas parce que telle ou telle personne a couvert un événement, qu'elle a été interpellée par le juge. Voilà, un élément qui se termine en queue de poisson, des propos recueillis par Jean Zongo et Nathalie Kaoré. Et puis on apprend que l'ex-ministre de la Sécurité, Sidi Paré, a été mis sous mandat de dépôt et transféré aujourd'hui à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Il est poursuivi également dans le cadre du putsch du 16 septembre. Les résultats définitifs des élections législatives sont connus depuis hier. Le Conseil constitutionnel confirme à peu de choses près les résultats provisoires proclamés par la CENI. 55 députés pour le MPP, 33 pour l'UPC, 18 pour le CDP. Aucun changement dans le trio des têtes. Le Conseil constitutionnel a relevé quelques manquements mineurs. Tous les recours ont été rejetés. Le point avec Konsoun Koulibaly et Pascal Canet. Le Conseil constitutionnel a confirmé en audience hier les résultats des élections législatives publiées par la CENI à quelques virgules près. Le MPP garde donc ses 55 sièges, suivi de l'UPC 33 sièges, le CDP avec 18 sièges et l'UNUPS avec 5 sièges. La configuration annoncée de la future Assemblée nationale reste donc inchangée et cela satisfait les désormais partis au pouvoir. Nous voilà confortés par notre position de premier parti désormais au Burkina Faso. Même si nous n'avons pas réuni à nous seuls la majorité, de manière républicaine, nous n'avons aucune difficulté à pouvoir, en alliance avec d'autres partis, réunir une telle majorité. Ces résultats définitifs confirment également l'UPC comme premier parti de l'opposition du Burkina Faso. Les partis comptent jouer sa partition dans la future Assemblée nationale afin qu'elle soit à l'image du peuple burkinabé, comme l'a souhaité le président du Conseil constitutionnel. La réaction que l'UPC a, c'est se joindre à la parole du président du Conseil constitutionnel pour souhaiter que la future Assemblée soit en phase avec le peuple, parce que l'ancienne Assemblée, comme vous voyez, c'est en ruine, a été brûlée suite à une insurrection. Les sages ont par ailleurs constaté quelques manquements dans l'organisation des élections, mais cela n'entache pas la régularité du scrutin. Ils recommandent néanmoins à la CENI de mettre l'accent sur la formation du personnel électoral. Des élections suivies de très près par les observateurs de l'Union européenne, le chef adjoint de la mission était ce matin chez le président du Conseil national de la transition. En attendant la rédaction et la remise de leur rapport final, il est allé féliciter Chérif Sy pour la réussite du scrutin. Ces propos sont recueillis par Nyar Kiteda. C'était pour moi un moment important pour remercier les présidents et les féliciter pour le travail abattu jusqu'à présent. Et c'était un peu pour faire un peu le point, surtout en pensant aux prochaines étapes, parce que maintenant il y a l'investiture du président du Faso le 29 décembre, donc on a parlé aussi dans le cadre des prochaines réformes. Aussi on a voulu dialoguer un peu sur ce qui s'est passé dans les derniers 4 mois. Comme vous savez, notre mission de long terme est là depuis le 5 septembre, donc c'était vraiment pour moi une opportunité pour discuter sur certains points et aussi lui rendre encore une fois mes félicitations et discuter avec lui un peu sur le processus électoral qu'on a vécu ensemble. L'exécutif de la transition a tenu aujourd'hui son tout dernier conseil des ministres. Juste quelques dossiers à examiner. C'était surtout l'occasion pour un bilan d'ensemble. Au total, le gouvernement de la transition a tenu 51 conseils des ministres. Tous ont aujourd'hui le sentiment d'un devoir accompli. Roger Kam et Jacques Lamissa Tarpaga pour le reportage. Ils étaient fort bien décontractés. La satisfaction se lisait sur les visages des membres du gouvernement de la transition. C'est le dernier conseil des ministres. Pas de grand dossier à l'ordre du jour. L'heure est au bilan et aux félicitations pour le travail bien fait. Il y a un ensemble de dossiers au niveau du ministère de l'économie qui ont été donc passés à revue. On a statué sur ces questions. Parler aussi évidemment des actions qui ont été menées au niveau des différents ministères, faire une sorte de bilan. Et puis voilà, remercier les uns et les autres pour leur contribution donc, à la transition. Et on a pratiquement, quand on fait le point, organisé 51 conseils des ministres, avec 6 conseils des ministres délocalisés, qui nous a permis donc de prendre en compte en tant que tel les aspirations des populations et mettre en place des politiques qui vont dans le sens donc de répondre à certaines préoccupations majeures. Le Premier ministre Isaac Zida se sent comme un soldat en fin de mission. La mission est accomplie, nous avons pu aller à l'essentiel de notre mission qui était d'organiser
des élections pour donc créer les conditions d'un retour à une situation, à un état normal. Aujourd'hui, nous passons la main à de nouvelles autorités à qui je souhaite bonne chance. Prochaine destination d'Isaac Zida après la primature, peut-être ambassadeur aux États-Unis. Ce n'est pas impossible, je suis un serviteur de mon pays, je suis un soldat, là où on m'envoie, je m'avais donné le meilleur de moi-même. Sur le plan des finances, la transition a fait ce qu'elle pouvait. Les entrées de devises n'ont pas été comme prévu, mais les efforts fournis permettront au prochain ministre des Finances d'être à l'aise pour travailler. En ce qui concerne la dette intérieure, c'est-à-dire ce qui est au trésor qui est dû aux entreprises, aux sociétés qui ont accepté de contracter avec l'État, à la date d'août 2015, nous avions payé tout ce qui se rapportait à 2014. Et nous faisons des efforts pour payer au fur et à mesure les engagements que nous avons eu à prendre en 2015. À la date d'aujourd'hui, il reste environ 40 milliards à payer. Et n'eût été le choc considérable dû à la tentative de coup d'État, ce montant aurait pu être beaucoup moins. La justice a retenu toutes les attentions. Les dossiers Norbert Zongo, Thomas Sankara sont ouverts dans une nouvelle vision de la justice burkinabé. Nous avons ouvert le monde judiciaire à l'ensemble de la société, qui ont critiqué toutes les forces vives représentées aux États généraux, ont critiqué la justice, ont exprimé toute leur frustration. Et les magistrats aussi ont entendu, écouté. Et nous avons ensemble, avec les forces vives représentées, fait le bilan et tracé des sillons à travers l'adoption du pacte national du renouveau de la justice. On a déverrouillé les principaux dossiers qui ont fait l'objet de plusieurs insurrections, j'allais dire des manifestations, des exigences, notamment les dossiers Norbert Zongo, Thomas Sankara et d'autres dossiers sur lesquels la justice ne travaillait presque plus. Le Burkina Faso, bel exemple de démocratie, a gagné le cœur de l'Afrique et du monde. En tout cas, au plan bilatéral et multilatéral, pour le Burkina, le prochain ministre des Affaires étrangères n'a pas de souci à se faire. Parce qu'il est attendu avec beaucoup de bonheur. Il est attendu par les partenaires avec beaucoup d'enthousiasme. Ils veulent seulement connaître le nom de qui. Et puis, ils seront prêts à travailler avec lui. Ils feront de leur mieux. Ils vont renforcer l'amitié, ils vont renforcer la coopération. Les autres départements ministériels estiment avoir tracé les bons signaux pour un état de droit véritable. 18 organisations de la société civile qui dressent elles aussi leur bilan de la transition. Elles félicitent les autorités de la transition pour la mission accomplie et cela en dépit des obstacles. Parmi les couacs soulignés, il y a les multiples passations de marché en fin de transition. Ce regroupement d'OSC attire l'attention du nouveau président sur les comportements équivoques de certaines organisations qui se réclament de la société civile. Moussa Ouedraogo, Relwende Céline Ilboudo. Ce regroupement de 18 OSC, dont le collectif pour un peuple uni, salue le travail abattu par la transition durant ces 13 mois. Cependant, il a quelques regrets liés aux récentes nominations et à l'octroi de marchés publics. Conseil de ministre du 9 décembre, il y a eu par exemple 53 marchés qui ont été attribués, qui relèvent de près de 46 milliards. Parce que qu'est-ce qui se passe? La passion des marchés intellectuels de gré à gré, s'il n'y a pas d'urgence, normalement, il doit faire un appel d'offres ouvert, soit à l'interne ou carrément à l'international. Nous notons aussi toutes ces nominations hâtives qui pouvaient être réservées aux prérogatives du prochain gouvernement. Le regroupement d'OSC interpelle également le nouveau président élu sur ses relations avec certaines OSC. Des relations qui, selon leur dire, pourraient l'induire en erreur. Je prends par exemple le cas du CNOSB, qui ont tenu par exemple une réunion au niveau du Sénasa. Ils ont parlé que c'est l'ensemble de la société civile qu'ils voulaient saluer. Pourtant, nous ne nous avons jamais été informés au fait de cela. Et nous avons constaté que c'est une manière voilée de pouvoir au fait, chercher les services de ce président pour briguer la présidente de la Chambre de commerce. Le regroupement d'OSC dit rester en veille sur les actions du prochain pouvoir. Il invite par ailleurs les autres OSC à s'abstenir de prendre part au gouvernement à venir. Seule façon pour elles de pouvoir jouer efficacement leur rôle dans la société. Les grandes réformes initiées par la transition présentées aux citoyens de Fadangourma, la réforme de la justice, celle du service national pour le développement et la révision du code minier, les trois sujets ont fait l'objet de communication. Yacouba Kima, Mahamadi Ouedraogo.
Face aux forces vives de la région de l'Est, les autorités de la transition dressent le bilan de leurs actions après plus de 12 mois de gestion. Ce sont des grands points se rapportant aux acquis et perspectives que la transition compte léguer aux autorités à venir. Beaucoup de politiques publiques ont pu être adoptées. Vous avez suivi l'activité intense qui a été menée tant au niveau du gouvernement qu'au niveau du CNT pour adopter des lois. Il s'agit aussi en plus de cette adoption-là, d'approcher les populations pour les faire connaître ces lois-là. Le public de Fadangourma a pu s'approprier les lois adoptées par le Conseil national de la transition. Au niveau de la justice, le conférencier du jour s'est appesanti sur le pacte national pour le renouveau de la justice. Le pacte touche à plusieurs aspects. D'abord, l'indépendance de la justice. Ensuite, il y a les questions relatives au fonctionnement même de la justice. Il y a aussi des questions relatives à la moralisation même de l'institution judiciaire. Et ces actions du gouvernement de la transition sont appréciées positivement. Le CNT a fait un bon travail, mais nous demandons à ce que ce travail ne soit pas théorique, que ça soit réellement pris en compte de façon concrète. La population a également pris connaissance de la révision du nouveau code minier et des réformes du Service national pour le développement SND qui privilégie la décentralisation du recrutement des appelés, le renforcement de la formation professionnelle et le retour de la formation militaire ainsi que la révalorisation des pécules. Je vous le disais en titre, dans 2 jours, la fête de Noël, la naissance du Christ. Pour les enfants, plus de temps à perdre. Il faut terminer la construction des crèches pour recevoir l'enfant Jésus. D'autres préfèrent les crèches préfabriquées. Dans un cas comme dans l'autre, les jeunes architectes caressent également l'espoir de voir leurs investissements récompensés par les cadeaux du Père Noël. Constat, Evelyne Fouro, Zalissa Sanfo. Dans quelques heures, Jésus-Christ naîtra. Et pas question pour les enfants de la capitale de l'accueillir à l'air libre dans ce froid de décembre. Et pour ce faire, chaque enfant doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice qui va l'accueillir. Du plan à la construction, en passant par la peinture, les enfants laissent parler leur génie pour offrir quelque chose de beau. Longuèrement, Yolande Erika a 5 ans. Et en se dévouant à la construction de sa crèche, elle caresse aussi un autre rêve, celui que Jésus en naissant apporte avec lui une poupée, surtout une qui a beaucoup de cheveux. Et elle n'est pas la seule à nourrir un tel rêve. J'attends qu'il vienne habiter dans la crèche et qu'il puisse m'offrir des cadeaux. Une voiture télécommandée. À côté de ces crèches fait maison, il y a aussi ceux qui se vendent aux abords des voies. Et certains parents, pour une raison ou pour une autre, les préfèrent. Avec cette modernisation-là, on préfère payer parce que c'est plus joli, quoi. Ça fait plus vrai. Vous voyez, quand on offre ça à un enfant, il est très content. Cela fait 5 ans que Salif Ouedraogo s'est lancé dans la confection de ces crèches. Il les marchande entre 5 000 et 17 500 francs CFA. Pour lui, comme pour tous les autres vendeurs de crèches, Noël sonne comme l'heure de la moisson. Mais pour les enfants, que la crèche soit construite ou achetée, il ne faudra surtout pas que les parents oublient l'essentiel, sans lequel il n'y aura pas de fête, c'est-à-dire les cadeaux. Et pour cette période des fêtes, rien n'est à négliger, surtout pas le paraître. Il faut se faire beau ou belle. Et pour ce faire, pourquoi pas un tour au Sénasa. Là se tient depuis hier et jusqu'au 31 décembre la semaine de la beauté et du bien-être. C'est une initiative du centre de formation Nasmoud. Ibrahima Sombier, Mounira Kéré. Manicure, pédicure, coiffure, soins du visage, massage, c'est la gamme de services offerts ici dans le cadre de la Semaine de la beauté et du bien-être. Une initiative du Centre de formation professionnelle Nasmoud en vue d'amener ses élèves à mettre en pratique le savoir-faire acquis à l'école. Nous voulons que nos filles qui sont en fin de formation montrent leur savoir-faire. Donc c'est une occasion pour nous, c'est une vitrine en fait de Nasmoud pour que les filles montrent ce qu'elles ont appris, ce qu'elles savent faire, qu'elles sont aujourd'hui aptes à être employées, à être insérées dans la vie sociale. Donc c'est un peu pour montrer, faire une démonstration de nos connaissances. À l'espace aéré du Senaza, tout est mis en œuvre pour que les clients soient beaux.
Une façon pour Nasmod d'aborder avec la population la nouvelle année qui s'annonce sans stress et sans angoisse. Les hommes aussi sont amenés à se mettre bien, se rendre beaux et pour leurs compagnes. Je ne dirais pas que c'est recommandé uniquement aux périodes de fête, mais c'est aussi bien de le faire et de rester soigné. La semaine de la beauté et du bien-être qui se tient du 22 au 31 décembre est à sa 3e édition. Tous sont invités à y faire un tour. Question de se rendre plus beau pour célébrer les fêtes de fin d'année. Voilà qui est bien noté. 2000 ménages du San Matenga bénéficiaires du programme de renforcement de la résilience. Chacune d'elles a reçu des animaux domestiques. Le programme se mène depuis 2 ans pour la FAO et ses partenaires. L'heure est venue de faire le bilan. Issa Kafando, Moumouni Soubega. Le programme de renforcement de la résilience des ménages vulnérables au Sahel est un projet pilote de la FAO. Il vient comme une réponse aux crises alimentaires, pastorales et nutritionnelles vécues ces dernières années dans le Sahel. Ce programme a été une action très rapide qui a eu lieu pendant la première année. Ce que nous faisons, c'est surtout une vérification de la situation des gens qui avaient reçu un appui pour leur petit élevage. Le programme a été exécuté dans la province du San Matenga et 2000 ménages ont été touchés. Ce qui est impressionnant, c'est de choisir les ménages les plus pauvres parce que leur situation est tellement difficile que même une petite aide améliore fortement leur situation. Bon, c'est un programme qui a coûté 2 millions d'euros. Les familles, disons, recevaient une aide d'autour de 300 euros, autour de 200 000 francs. Le Burkina Faso et le Niger sont ciblés pour cette phase pilote. Côté Burkina, il est question pour la FAO et ses partenaires de présenter les effets et l'impact du projet sur la vie des bénéficiaires. Allons à présent à la découverte de la Cassine. Il s'agit d'une nouvelle charrue à traction asine mise au point dans le cadre de la mécanisation agricole. Ses concepteurs en disent le plus grand bien. L'association Les Mains Unies du Sahel se lance dans sa vulgarisation. Ali Doubadini, Drissa Serré. Fruit d'un partenariat entre l'association Les Mains Unies du Sahel et l'association Les Agriculteurs et les Viticulteurs du Grand Duché de Luxembourg, la Cassine, la charrue à traction asine, introduit une révolution dans les pratiques agricoles. À Imasgo, commune rurale située à une vingtaine de kilomètres de Koudougou, il est fait don d'un premier échantillon de 100 charrues aux paysans et aux producteurs ruraux de la région. Des chercheurs ont essayé, à partir de la Woumanga, d'améliorer un nouvel outil qui peut être mis à la disposition des populations afin d'accroître la productivité et aussi afin de diminuer la durabilité du travail. Pour les techniciens de la Cassine comme pour les producteurs avertis, cette charrue de type nouveau présente de nombreux avantages. Ça a beaucoup d'avantages parce qu'avec le système, on peut rabaisser la hauteur du guidon pour adapter à la taille de l'utilisateur. Ça nous permet de produire beaucoup et aussi, même au niveau du jardin, ça va nous permettre de faire les raies là, quoi. Cette innovation technologique bénéficie de l'accompagnement du CTA, le Centre technique d'amélioration de la traction asine créé en 2008. Pour la seconde phase, les responsables plaident pour la reconnaissance et l'intégration du CTA dans les structures officielles et la prise en compte de la Cassine dans les politiques de développement agricole. De l'eau potable pour tous, c'est l'un des grands objectifs de la commune de Bobo-Dioulasso et il faut dire qu'elle a encore du pain sur la planche car malgré l'abondance des pluies, beaucoup ont du mal à s'approvisionner en eau saine dans la région. Une grande préoccupation pour la délégation spéciale de la ville de Sia, Drissa Traoré, Ahadi Sandamba. Ce n'est un secret pour personne. La situation de l'accès à l'eau potable dans la commune de Bobo-Dioulasso est critique. Une situation peu luisante avec des disparités en ville et pire, l'écart est assez grand entre le milieu urbain et celui rural. C'est pourquoi la commission de l'environnement et du développement durable de la délégation spéciale de Bobo-Dioulasso se penche aujourd'hui sur la question. Dans les 36 villages, l'état, d'approvisionnement en eau potable, le taux ne dépasse pas en fait les 23%. Par rapport justement en fait, au niveau urbain, nous sommes en tout cas à peu près à 60%. À cette rencontre donc, il y a également la question du fonctionnement des CVD,
les comités villageois de développement sur la table des discussions. Là, il y a un problème d'information. C'est dit qu'à un certain moment, ils étaient un peu coupés justement des questions en fait communales. Deuxième du genre, depuis sa mise en place, la rencontre de la Commission de l'environnement et du développement durable se penche aussi sur le devoir de redevabilité des conseillers en matière de gestion locale. C'est le lieu également de faire un cours de géographie sur les 36 villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso au profit de l'ensemble des conseillers de la Commission de l'environnement et du développement durable. La Loterie nationale apporte un soutien sonnant et trébuchant à l'enseignement supérieur, 100 millions de francs CFA pour améliorer la situation dans le secteur. La convention a été signée hier entre les deux parties, Jean-Eudes Bayala, Olopoda. 100 millions de francs CFA, c'est le concours financier de la LONABE à la première phase 2014-2017 du Plan national d'action de développement de l'enseignement supérieur. C'est un signal pour d'autres partenaires et en dehors de ce que cette somme peut permettre de faire, c'est une somme aussi qui montre que la partie nationale contribue à l'opération. Donc ça va rassurer les autres partenaires financiers d'appuyer l'enseignement supérieur. Cette contribution va permettre la fourniture des services sociaux tels l'appui aux étudiants en situation difficile, la promotion des activités sportives et culturelles et le renforcement des capacités institutionnelles des structures en charge des œuvres sociales. Cet acte rentre en ligne droite dans le cadre des attributions, des missions de la LONABE, celle qui consiste, n'est-ce pas, à appuyer les différents secteurs de l'activité économique et notamment dans le domaine de la formation. Vous savez, c'est grâce à cette formation que nous sommes tous là et qu'on peut s'exprimer. Entre la LONABE et le département en charge de l'enseignement supérieur, le partenariat est vieux de plusieurs années. En témoigne l'appui régulier de la LONABE au FONER, le Fonds national pour l'éducation et la recherche. Hors de chez nous, la famine qui menace les populations dans la région du lac Tchad. C'est le programme alimentaire mondial qui tire sur la sonnette d'alarme. La zone accueille de nombreuses familles de réfugiés fuyant les exactions de Boko Haram. Le PAM estime à près de 5,6 millions le nombre de personnes en difficulté. Le programme alimentaire mondial estime à 5 600 000 le nombre de personnes n'ayant pas suffisamment à manger dans la région du lac Tchad. L'agence onusienne évoque des niveaux de malnutrition catastrophiques et provoqués par la fuite des populations locales devant les violences de la rébellion terroriste Boko Haram. Sur place, un des porte-parole du programme alimentaire mondial explique la détresse des populations déplacées. Le programme alimentaire mondial renforce ses opérations dans cette région, dit-il, en raison de l'augmentation du nombre des déplacés qui fuient la violence sur les îles à proximité de la frontière avec le Nigeria. Ils ont tout abandonné, nourriture, moissons, vêtements, outils, filets de pêche, et la très grande majorité d'entre eux dépend entièrement de l'aide humanitaire. Les zones dévastées sont abandonnées et les populations déplacées en sont réduites à vivre dans des abris de fortune. Le programme alimentaire mondial met en garde contre les risques d'une crise alimentaire aggravée en raison de l'intensification des attaques de Boko Haram au Tchad et de la poursuite des violences à la fois au Nigeria, au Cameroun et au Niger. Et puis l'idéologie nazie au cœur d'une polémique en Allemagne, le célèbre écrit d'Adolf Hitler intitulé Mein Kampf et qui fait l'apologie du racisme et de l'antisémitisme tombe dans le domaine public à partir du 1er janvier 2016 et certains ont eu la bonne idée de le rééditer, une initiative vivement critiquée par les survivants des camps de concentration. L'histoire nazie refait surface en Allemagne avec la réédition prochaine de Mein Kampf, le pamphlet antisémite d'Adolf Hitler. Les droits concernant ce livre tombent dans le domaine public le 1er janvier. Une édition commentée par des historiens va donc paraître dans le courant du mois. Les initiateurs disent vouloir aider les nouvelles générations à se prémunir contre toute tentation extrémiste. Cet homme est un comédien allemand connu, il soutient cette réédition. Je suis convaincu que personne ne tombera du côté obscur à la lecture de ce livre. Au contraire, si quelqu'un se trouve déjà du côté obscur, il risque d'être découragé par l'idéologie contenue dans ce livre.
Cette femme a connu la montée du nazisme en Allemagne dans les années 30, puis l'horreur des camps de concentration. Survivante d'Auschwitz, elle déplore la réédition de Mein Kampf. Je trouve cette initiative vraiment très déplacée. Il n'y a aucun mot pour dire ce que je ressens. Jamais je n'aurais imaginé que cela puisse se produire un jour. Autre sujet de polémique en Allemagne en rapport avec le passé nazi, le tatouage sur le dos d'un élu d'extrême droite. Cela représente le camp d'extermination d'Auschwitz. Le jeune homme a exhibé ce tatouage à la piscine. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Le port de signes nazis est passible de poursuites judiciaires en Allemagne. Quelle va être la réaction de la Côte d'Ivoire après le mandat d'arrêt lancé contre Blaise Compaoré? Une interrogation au centre des analyses des quotidiens aujourd'hui. La revue de presse nous est proposée par Touboum Evelyne Dabiré. Plusieurs questions dans vos parutions de ce 23 décembre sur ce qui pourrait être la réaction de la Côte d'Ivoire suite au mandat d'arrêt international lancé contre Blaise Compaoré. Extradera ou extradera pas, questionne notre temps. Ado a-t-il vraiment le choix que de livrer Blaise Compaoré à la justice burkinabé, poursuit le journal Le Quotidien, qui apporte du coup une réponse. Non, Ado n'a pas le choix et Ado n'aura pas le choix. Pour Sidoya, l'arrestation de Blaise Compaoré ne sera pas une mince affaire. Il n'est un secret pour personne que le Blaiseau est un intime du président ivoirien Alassane Ouattara. Et même si, par extraordinaire, poursuit DNF, la Côte d'Ivoire faisait suite à la requête du Burkina, Blaise Compaoré pourrait interjeter appel et faire durer la procédure. L'Express du Faso fait alors cette réflexion. Si j'étais Blaise Compaoré, je viendrais répondre devant la justice de mon pays, non pas pour moi-même, mais pour tout ce que j'ai fait et pourrais faire pour l'amitié, la fraternité et la cohésion entre les peuples de ces deux pays. L'autre point de l'actualité concerne le recours des avocats de Djibril Bassolé, pour lequel la justice militaire reste inflexible, informe aujourd'hui au Faso. Ce journal explique que le recours introduit par ces derniers auprès de l'institution pour demander sa réhabilitation dans ce dossier n'a pas eu gain de cause. Ces avocats étrangers, toujours indésirables selon l'observateur Palga, sont venus du Sénégal, du Togo et du Niger. Et cette décision a été rendue devant plusieurs d'entre eux ce mardi 22 décembre, conclut aujourd'hui au Faso. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le compte-rendu du Conseil des ministres. Bonne suite de programme.